Il est 20 h, bonsoir à tous, voici les titres de l'actualité de ce vendredi. Nous reviendrons ce soir sur le naufrage la nuit dernière d'un chalutier au large d'Ourtin en Gironde. 2 marins sont portés disparus, en revanche 2 autres membres d'équipage ont pu regagner le rivage. Voilà une décision qui sonne comme une alerte pour de nombreux salariés. Critiquer sa hiérarchie sur Facebook est un motif de licenciement. C'est un tribunal des prud'hommes qui a pris cette décision aujourd'hui. Alors fera-t-elle jurisprudence? Nous écouterons vos réactions dans un instant. Je fais attention à ce que je dis et je fais attention à ce qu'on dit de moi aussi. La France n'entend pas se laisser dicter sa politique. La phrase est signée Michèle Alliot-Marie. La nouvelle chef de la diplomatie française répondait à Al-Qaïda au Maghreb qui vient de sommer Paris de négocier directement avec Oussama Ben Laden. Et cela alors que l'AQMI détient toujours 5 Français dans le nord du Mali. Nous irons également à Lisbonne où Nicolas Sarkozy et Barack Obama sont arrivés pour le sommet de l'OTAN. La politique est au terme d'une semaine mouvementée pour la majorité présidentielle. Où en est-on? Parti socialiste, certains souhaitent toujours accélérer le calendrier des primaires. Martine Aubry s'y oppose. Avec nous ce soir, Arnaud Montebourg. Il sort un livre, il a des idées, peut-être une nouvelle ambition. Va-t-il se lancer dans cette bataille des primaires? Nous lui poserons la question tout à l'heure. À suivre également ce soir les témoignages de jeunes séminaristes français. Ils s'expriment pour la première fois sur des sujets longtemps tabous, la sexualité et les affaires de pédophilie au sein de l'Église. Est-ce que je ne vais pas être malheureux de ne pas avoir de femme ni d'enfant? Donc c'est vrai que c'est des questions assez dures à se poser. Un thème abordé aujourd'hui en tout cas au Vatican par le pape Benoît XVI qui se réunissait ses cardinaux. Enfin du sport avec le rugby, deuxième test match demain soir pour le 15 de France qui affrontera sa bête noire, l'Argentine, et les Pumas, revue d'effectifs à la fin de cette édition. Voilà pour les titres ce soir. Merci d'être avec nous. On commence donc par ce naufrage d'un bateau de pêche la nuit dernière. C'est une vague qui a fait chavirer le chalutier. 2 hommes, 2 pêcheurs sont toujours ce soir portés disparus. En revanche, 2 autres marins ont pu regagner la côte après avoir nagé dans une eau à 10 degrés. Alors que s'est-il passé exactement? On voit cela avec David Bazier et Bernard Bonarme. Ce soir, le bilan est lourd pour l'équipage du Vent Divin. 2 marins sont rescapés mais toujours 2 disparus, plus de 18 heures après le naufrage de ce bateau de pêche d'Arcachon. Les 2 qui ont réussi à nager avec du courage, on va aller les voir. Ils pourront peut-être nous dire ce qui s'est passé. J'ai une pensée pour ces familles, c'est dur. La nuit dernière, au large, une déferlante a renversé le bateau. Il était au mouillage, une amarre aurait lâché l'équipage qui somnolait et soudain chahuté par la houle puis jeté à la mer. 2 marins regagnent la côte à la nage, un 3e aurait atteint la plage. Inanimé, la mer aurait repris son corps. Aucune nouvelle du 4e. La mer était quand même très agitée, beaucoup de courants. Donc ils sont arrivés épuisés. Je pense que visiblement il y en a un des 3 qui est décédé en arrivant. Ses collègues ont essayé de le ramener à la vie. Ils l'ont tiré au sec, ils sont partis chercher du secours. L'autre était visiblement décédé et reparti à l'eau puisque la mer montait. Les hélicoptères et les navires de secours ont fouillé l'océan sans succès. En début d'après-midi, les recherches en mer sont stoppées. Effectivement, avec une mer pareille, une température pareille, les chances de retrouver les 2 disparus vivants sont minces. Au même endroit, il y a 4 ans, un autre bateau d'Arcachon avait fait naufrage avec plusieurs victimes. Parmi eux, le frère de l'un des 2 rescapés. Je vous le disais en titre, nul n'est donc censé dénigrer sa hiérarchie sur un réseau social. En résumé, dire du mal, critiquer ses supérieurs sur Facebook peut entraîner votre licenciement. C'est ce qui est arrivé à des salariés d'une entreprise de la région parisienne et le tribunal des prud'hommes a aujourd'hui donné raison à leur employeur. Leur avocat avait avancé qu'il s'agissait de conversations privées. Les juges n'ont pas été de cet avis. Romain Boutilly et Vincent Bouffartigue. Ils avaient saisi les prud'hommes pour contester la décision. Mais ce matin, le tribunal a confirmé le licenciement de 3 salariés qui avaient dénigré leur hiérarchie sur Facebook, une première en France. Le Conseil de prud'hommes décidant que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse, c'est-à-dire était fondé, eh bien, il a reconnu qu'on pouvait effectivement utiliser des propos tenus sur Facebook à l'appui d'un licenciement, c'est-à-dire en violation du respect de la vie privée. Les juges ont estimé que par le mode d'accès choisi, cette page était susceptible d'être lue par des personnes extérieures à l'entreprise, nuisant à son image. Les salariés, 3 ingénieurs, travaillaient ici à Boulogne-Billancourt dans une société de conseil. Un samedi soir de mai 2008, alors qu'ils sont en repos, ils échangent des propos critiques envers leur hiérarchie sur Facebook. L'un d'eux ironise et se félicite d'avoir intégré le club des néfastes,
Sa collègue l'accueille. Bienvenue au club, écrit-elle. Normalement, il y a un rite. Tout d'abord, vous devez vous foutre de la gueule de votre supérieur hiérarchique. Ensuite, il faudra lui rendre la vie impossible pendant plusieurs mois. Signé Grand Gourou. Un quatrième collègue connecté aussi sur le réseau social voit la discussion et en fait une copie pour la direction. Dénoncés, les 3 salariés sont alors licenciés peu après. Même sur Facebook, rien n'échappe vraiment aux entreprises. Simplement, elles auront peut-être un moyen d'action supplémentaire vis-à-vis de leurs salariés, ne serait-ce qu'un moyen d'information supplémentaire. C'est-à-dire leur dire, vous savez, attention, ne faites pas n'importe quoi avec vos comptes Facebook, même si c'est dans votre environnement personnel, parce que ça peut rejaillir sur l'entreprise. 2 des 3 salariés ont fait appel de la décision. En attendant, avant d'écrire quelque chose sur son patron sur Facebook, mieux vaudra peser ses mots. Alors, que pensez-vous de cette décision qui ne peut être réellement considérée comme une jurisprudence, une décision de première instance? Il y aura appel, voire même peut-être un pourvoi en cassation. En tout cas, aviez-vous conscience du risque encouru en vous exprimant comme cela sur un réseau social? Caroline Thébault et Jean-François Monnier ont recueilli vos témoignages aujourd'hui à Paris. Regardez. C'est quand même aller un peu loin parce qu'aujourd'hui c'est dommage que les entrepreneurs, ou en tout cas les patrons, aient accès à ce réseau qui normalement est censé être plutôt convivial qu'autre chose. Ça peut arriver parfois dans le cadre scolaire, par exemple, de parler de professeurs sur Facebook, etc. Ça peut arriver. Dans le cadre du travail, c'est vrai que c'est quelque chose dont il faut se méfier. J'y suis, oui, j'ai une certaine liberté de parole parce que je pense que c'est pas forcément un outil professionnel, donc je pense pas que les RH vont tomber dessus. Mais vous allez faire attention maintenant? Voilà, je vais peut-être faire plus attention maintenant. J'échange avec ma famille, mes amis, mais pas du tout sur le plan professionnel. Je ne pars jamais d'un cadre professionnel sur Facebook. Vous avez peur de quoi? J'ai peur tout simplement que ces informations soient divulguées à des personnes qui, normalement, futurs recruteurs, ma hiérarchie, qui puissent tomber sur ces informations. Je fais attention à ce que je dis et je fais attention à ce qu'on dit de moi aussi. C'est de la vie privée sans plus ou moins ce on la diffuse à tout le monde. Donc c'est de la vie privée mais pas forcément intime. Voilà pour ce dossier. Ils détiennent donc 5 otages français dans le nord du Mali et ils ont, dans un message radio, sommé la France d'entrer en négociation avec Oussama Ben Laden. Le message d'AQMI, la branche d'Al-Qaïda au Maghreb, intervient alors que le sommet de l'OTAN se tient aujourd'hui à Lisbonne en présence de Nicolas Sarkozy et de Barack Obama. Nous irons sur place dans un instant, mais avant cela, Philippe Rochaud nous décrypte ce message d'Al-Qaïda. C'était hier soir sur la chaîne Al Jazeera. Abdelmalek Droukdel, l'homme qui détient les 5 otages français capturés au Niger en septembre dernier, exige à présent que la France négocie directement avec Oussama Ben Laden. L'organisation AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique, qui a revendiqué la capture des 7 employés d'Areva, a fait allégeance à Ben Laden en 2007 et prétend agir aujourd'hui en son nom. Elle demande ainsi le départ des 3800 soldats français d'Afghanistan. La France envisage bien un retrait de ce pays à moyen terme, mais pas sous la pression du terrorisme. La France ne peut accepter que sa politique soit dictée à l'extérieur par qui que ce soit. Les 5 otages français d'Areva, dont une femme atteinte d'un cancer, seraient à présent détenus dans cette région de Timétrine, au Mali. Comment alors négocier avec Oussama Ben Laden, qui se cache à des milliers de kilomètres de là? Des spécialistes du terrorisme estiment pourtant que ce changement de stratégie n'est pas forcément inquiétant. Dans l'immédiat, il n'y a pas lieu d'être véritablement inquiet pour ces otages. C'est plutôt bon signe qu'ils ne dépendent plus d'un groupuscule perdu dans le désert, mais qu'ils dépendent véritablement du commandement central de l'organisation. Ces nouvelles menaces rejoignent celles que Ben Laden a lancées contre la France en octobre dernier et montrent que le chef d'Al-Qaïda veut aussi redevenir le vrai maître du jeu. Alors, je vous le disais, le sommet de l'OTAN vient de s'ouvrir ce soir à Lisbonne, au Portugal. Quels sont les enjeux de ce sommet? Bien sûr, entre autres, l'Afghanistan. On va retrouver sur place notre envoyé spécial, Mickaël Darmon. Bonsoir, Mickaël. D'abord, un mot de politique intérieure et une image, celle de Nicolas Sarkozy, accompagné des nouveaux ministres des Affaires étrangères et de la Défense, Michel Alliot-Marie, mais aussi Alain Juppé, de retour sur la scène internationale. Oui, voir le président Nicolas Sarkozy entouré de 2 ministres qui par le passé ont incarné la politique de Jacques Chirac, eh bien cela résume l'intention présidentielle, c'est-à-dire rassembler la droite. Cela dit, si Alain Juppé a par le passé effectivement critiqué la réintégration de la France dans le commandement de l'OTAN, eh bien c'était aussi l'époque au cours de laquelle il prenait du recul par rapport à Nicolas Sarkozy. On le voit, les temps ont bien changé. Quant à Michel Alliot-Marie, elle a toujours été au fond pour la présence de la France au sommet de l'OTAN. Quoi qu'il en soit, le sommet de Lisbonne
Lisbonne va se pencher sur un dossier très important, l'Afghanistan, car ici, à Lisbonne, on pourrait confirmer le retrait total des troupes de l'OTAN pour 2014. Merci, Michael Darmon, en direct de Lisbonne. Alors, il faut rappeler que la force internationale sous commandement de l'OTAN envisage donc de se retirer d'Afghanistan, vous venez de le dire, d'ici 2014. Avant cela, nous entrons dans une période de transition, une période de formation pour les troupes afghanes. Reportage aux côtés de ces policiers dans un village situé au sud de Kaboul. Marie Forestier. Ici, les attaques des talibans sont presque quotidiennes, malgré la présence de militaires et de policiers afghans. Les villageois ont donc décidé de former une police locale pour se défendre eux-mêmes. Ils ont le même uniforme que la police, mais un écusson différent. Et ils patrouillent dans leur rue. Les habitants semblent satisfaits. Maintenant, on est plus en sécurité qu'avant. C'est la différence avec la police nationale. Au coin de la rue, il y avait eu des échanges de coups de feu. La police locale a établi un poste et maintenant, la zone est sûre. Désormais, depuis 1 an et demi, ces 1200 policiers locaux protègent les villages. À l'origine de cette initiative, les chefs de tribus. La force de police locale a été mise en place car il y avait beaucoup d'insécurité dans nos communautés. Nos policiers et nos soldats ne sont pas assez nombreux. Les villageois ont demandé plus d'agents. Et en mettant en place la police locale, la sécurité va s'améliorer. Abdul Bachir garde un site en construction. Le ministère de l'Intérieur le paie l'équivalent de 140 € par mois et lui fournit son uniforme et sa kalachnikov. Pourtant, Abdul Bachir n'a été formé que de façon très sommaire par des soldats américains. Nous nous sommes entraînés pendant 1 mois dans une province voisine. On nous a formés sur les points de contrôle, les armes, les mines. Après la formation, on nous a donné des cartes d'identité officielles et on nous a assigné la province de Wardak. Le travail de ces policiers locaux se limite à montrer leur présence et à repousser d'éventuelles attaques. Si les Américains refusent de parler publiquement du projet, ils comptent sur ces policiers pour faciliter leur retrait du pays et ils les financent à hauteur de 35 millions de dollars. Au risque d'armer des groupes dont le gouvernement afghan pourrait un jour perdre le contrôle. Et puis cela fait maintenant 325 jours aujourd'hui que nos 2 confrères Stéphane Taponnier et Hervé Guéquer sont retenus en otage avec leurs 3 accompagnateurs sur le sol afghan. Nous pensons bien sûr à eux et à leurs familles. Une pensée également pour tous les otages français retenus à l'étranger. Direction Haïti où l'épidémie de choléra se poursuit avec un bilan toujours à la hausse. Au total désormais, l'épidémie a fait près de 1200 morts et ces dernières 24 heures ont été marquées par de nouveaux affrontements entre la population et les casques bleus. Alors comment expliquer cette tension, ce climat? Eh bien, on voit cela avec Dorothée Oliéric et Olivier Martinez sur place. C'est une rumeur qui a déclenché leur colère. Ils sont persuadés que le choléra a été apporté par un casque bleu népalais et que les Nations Unies doivent payer pour ça. L'ONU a démenti plusieurs fois la folle rumeur et tire des gaz lacrymogènes pour disperser les manifestants. L'ONU empoisonne les eaux d'Haïti. Comme l'ONU est une force internationale, on dit qu'il est là pour aider les peuples, nous disons que l'ONU est venu ici pour nous tuer. Pendant plusieurs heures, les casques bleus essuient de nombreux jets de pierre. Les blindés forcent alors le passage et tirent de nouveaux gaz lacrymogènes, cette fois sur le camp de Fortune où vivent des milliers de sinistrés du séisme. Au milieu des tentes, c'est la panique. Très vite, les fumées sont suffocantes et les habitants du Champ de Mars sont sous le choc. De l'eau, j'étouffe, j'ai du mal à respirer. Ils veulent nous tuer ou quoi? Les émeutiers ne sont que quelques centaines, mais ils vont laisser des traces de leur passage, comme un avertissement à 10 jours de l'élection présidentielle. Dans le nord du pays, ces derniers jours, des manifestations similaires ont fait 2 morts et des dizaines de blessés. À Port-au-Prince, on craint à la surenchère des violences qui pourraient perturber le processus électoral. On revient en France et le carnet de commandes du constructeur automobile Renault semble souffrir. Résultat, l'usine de Sandouville, située près du Havre, sera affectée dans les prochains mois par plus de 60 jours de chômage partiel. Et cela sur ses différentes chaînes de production, et notamment celle de la Laguna. Explication Yves Ginca, Frédéric Pasquette. Les salariés apprennent la nouvelle à la sortie de l'usine. L'an prochain, il y aura au moins 2 mois de chômage partiel. L'ambiance est très mauvaise, hein, c'est clair. Hein. Tout le monde a peur d'être tout viré, quoi. De toute façon, il faut qu'on subisse, c'est tout. Hein. On n'a pas le choix. En cas de chômage partiel, les employés restent chez eux mais sont indemnisés.
L'État leur verse une allocation spécifique, l'entreprise une indemnité complémentaire. Au total, 60% du salaire brut au minimum. Pour les syndicats, c'est un coup dur. En 3 ans de crise, les ouvriers de Sandouville ont déjà beaucoup chômé. Il y a même eu un plan de départ volontaire. On nous avait expliqué il y a 2 ans qu'il fallait se séparer de 1350 salariés pour le bien-être de l'usine, pour trouver un mode de fonctionnement relativement normal. Aujourd'hui, les 1350 salariés sont partis et on nous annonce encore des journées de chômage plus que conséquentes. Mais la direction de Renault explique ne pas avoir le choix. Le marché de la berline familiale est en crise depuis l'apparition des 4x4 et des monospaces. Résultat, en 8 ans, la production de Laguna s'est écroulée, passant de 275 000 véhicules en 2001 à 46 000 l'an dernier. Mais pour ce spécialiste, la crise n'explique pas tout. Malheureusement, quand un véhicule a un début de carrière avec une réputation un peu mitigée parce qu'il y a des problèmes électroniques notamment, eh ben, elle garde cette réputation toute sa carrière. C'est très injuste, mais la Laguna est exactement dans ce cas-là. Aujourd'hui, Renault s'est lancé dans la production d'un nouveau véhicule haut de gamme, le modèle Latitude, un modèle fabriqué en Corée du Sud et importé en France. La politique, et quelle semaine pour l'exécutif. Il y a eu le remaniement, les arrivées, les départs, les questions autour du centre et surtout le sentiment que la majorité se mettait déjà en ordre de bataille pour la future élection présidentielle. Alors face à cela, où en est le Parti socialiste, le projet, le candidat, le calendrier des primaires? Y a-t-il urgence? Certains le pensent. Dans un instant avec nous, pour parler de tout cela, Arnaud Montebourg, il publie un livre intitulé Des idées et des rêves, un livre aux accents présidentiels. Mais avant cela, le décryptage. Javi Timbert, Pascal Stelletta. C'était la fin de l'été, l'avenir des primaires semblait aussi radieux que le ciel. Les militants ont décidé d'un calendrier, nos dirigeants ont décidé d'un calendrier. Moi, je suis le garant que ce que nous décidons collectivement, nous l'appliquions. Comme dans un conte de fées, tout le monde ou presque s'était mis d'accord sur une recette des primaires ouvertes à tous les électeurs, invités à se déclarer sympathisants, et pour l'histoire, c'est-à-dire les dates, une limite de dépôt des candidatures en juin 2011, un vote en octobre et novembre. Mais voilà le remaniement, le temps politique s'accélère, plusieurs voix réclament également pour les socialistes un changement de tempo. C'est dès maintenant qu'il faut donner envie à des millions de Français de venir voter pour ces primaires. Mon inquiétude, c'est que si on attend la fin de l'année 2011, ça renvoie quand même très loin. Fillon à Matignon, Sarkozy candidat, face à cette certitude, les socialistes ont besoin, pensent beaucoup d'entre eux, d'affirmer le même ordre de bataille. Car les personnages sont encore incertains. Il y a les possibles comme Pierre Moscovici ou Ségolène Royal et les déterminés comme François Hollande ou Manuel Valls. Cela souhaite justement une accélération. Ça va commencer à être gênant. Alors il ne s'agit pas d'avancer le calendrier pour empêcher par exemple Dominique Strauss-Kahn d'être candidat. Car il y a ce mystère qui plane sur le calendrier. Dominique Strauss-Kahn ou Martine Aubry, l'un des deux sera-t-il candidat? Si c'est lui, il faudrait comme prévu aujourd'hui que ce soit le plus tard possible. Le Parti socialiste a prévu des procédures, à un moment où il ouvrira les candidatures. Il n'y a aucune raison que je me singularise par rapport aux autres. L'organisation des primaires va-t-elle s'accélérer? Celui qui en était chargé, Arnaud Montebourg, est doublement intéressé. Il pourrait devenir à son tour un acteur de l'histoire. Bonsoir Arnaud Montebourg. Bonsoir. Merci d'être avec nous. On l'avait presque oublié, mais c'est votre idée, cette idée des primaires? C'est une idée qui remonte loin. C'est l'idée d'associer des millions de Français qui ne sont pas dans les partis politiques, de venir participer au débat, s'emparer de la nouvelle France, c'est-à-dire d'un projet de transformation pour l'après-sarkozysme. Et c'est une idée qui a fait son chemin dans tous les pays du monde. Mais elle ne risque pas aujourd'hui d'être aussi le poison du Parti socialiste? Elle est organisée de telle manière à ce que ce soit un enrichissement et non pas une machine à se confronter de façon trop dure. Et tout est fait pour organiser le rassemblement final. Selon vous, pas d'accélération, de calendrier? Les Français ont besoin finalement de prendre le temps de tourner la page, c'est-à-dire finalement de s'emparer des projets de transformation, de leur vie quotidienne, devant des menaces considérables. Effondrement du système économique, menaces climatiques. Le sarkozysme laisse un champ de ruines politique en France. Donc pas de changement de calendrier, juin et automne prochain. Ça marchera très bien comme ça. Arnaud Montebourg, Des idées et des rêves, c'est le titre de votre livre. Un livre qui ressemble à un projet présidentiel. Il y a, à la dernière présidentielle, vous aviez rejoint Ségolène Royal. Est-ce que cette fois-ci, vous avez fait le choix de vous lancer dans cette bataille-là? Je fais 100 propositions pour transformer le système économique,
pour transformer le système politique, parce que je pense qu'on ne peut pas continuer à gérer le système. C'est-à-dire finalement à mettre du colmatage de digues, rafistoler, des choses qui d'ailleurs ont servi, sont tout à fait honorables dans l'histoire de notre pays. Mais aujourd'hui, vous avez le capitalisme financier qui s'est effondré et qui va faire payer d'ailleurs la facture à des millions de Français qui ne vivent que de leur travail. Si on reste dans ce système-là, je pense que nous pouvons avoir un avenir assez sombre. Ce n'était pas complètement ma question. Est-ce que vous êtes, Arnaud Montebourg, candidat aux primaires et donc à l'élection présidentielle? Je dirais demain, Frangy-en-Bresse, le chemin, les raisons, le projet pour lequel je m'engage dans ces primaires populaires et peut-être, si les Français de gauche le veulent bien, aller au-delà. La réponse est donc oui. La réponse est oui. Ces primaires-là, vous êtes le deuxième candidat officiel, derrière Manuel Valls. On a vu dans le reportage qu'il y a d'autres candidats potentiels, d'autres qui se feront peut-être attendre jusqu'à fin juin. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment d'alimenter, on va dire, presque cette cacophonie qu'on préentend en ce moment? Je crois que les Français qui finalement n'attendent plus rien du pouvoir actuel s'interrogent à 18 mois des élections présidentielles sur ce qu'on va mettre à la place et où on emmène le pays dans un moment très difficile pour le continent européen et tous les pays occidentaux. Donc la question qui se pose à nous, c'est qu'est-ce qu'on veut faire du pouvoir? On ne prend pas le pouvoir pour le pouvoir. La gauche a forcément un projet. Le projet que je propose et que je défends, il est différent des autres. C'est un projet de transformation. Il est différent des autres? Il y a deux sortes de candidats. Les candidats de gestion, les candidats de transformation. Je crois être le seul dans la deuxième catégorie pour l'instant. Vous prenez date aujourd'hui où sincèrement vous pensez que vous serez le candidat du Parti Socialiste? Est-ce que vous prenez date pour après, le coup d'après, ou est-ce que vous êtes candidat, on va dire, avec l'espoir de battre aujourd'hui le candidat que pourrait être Nicolas Sarkozy? Je crois qu'il y a une immense demande dans le pays d'une transformation politique. Et donc, non pas de défendre le statu quo et puis d'y ajuster quelques rustines. Mon projet est un projet audacieux, plus difficile, exigeant. Et donc, je pense qu'il a toutes les raisons de convaincre des millions de Français de gauche, s'ils prennent la peine finalement de discuter dans les primaires, de venir participer, de venir voter. Une question importante. Si Dominique Strauss-Kahn se présentait, est-ce que vous pourriez retirer votre candidature ou pas du tout? Je ne me présente pas contre les autres. Je suis porteur d'un certain nombre de propositions qui sont le résultat d'expériences de terrain, d'exploration, de rencontres. Ça veut dire que vous irez jusqu'au bout? Si le bout, Monsieur Delahousse, si le bout c'est la victoire, je suis candidat à la victoire. Merci beaucoup Arnaud Montebourg. Votre livre, un livre de candidat donc à la présidentielle et d'abord aux primaires socialistes, des idées et des rêves. C'est chez Flammarion. Merci à vous. Voilà, il est 20h21 à suivre. Dans un instant, vous entendrez pour la première fois deux jeunes séminaristes aborder sans tabou la question de la sexualité. Cela alors que le pape Benoît XVI a lui-même abordé aujourd'hui cette question et celle de la pédophilie au Vatican avec les cardinaux du monde entier. Lutter contre le racisme et contre les préjugés, c'est l'objectif de la fondation de Lilian Thuram. Rencontre avec l'ancien joueur de l'équipe de France de football qui se déplace dans les écoles. Et puis du rugby, le 15 de France poursuit demain ses test matchs. Son adversaire, l'équipe d'Argentine qui fait figure de bête noire. Nous verrons pourquoi. Mais avant cela, un jour, pas comme les autres, donc au Vatican, avec la réunion ce vendredi des cardinaux du monde entier autour de Benoît XVI. Au programme, différents sujets de réflexion et parmi eux, pour la première fois, celui de la pédophilie au sein de l'Église. L'occasion ce soir de voir que cette question est déjà en France au cœur des débats entre jeunes séminaristes. La sexualité n'est-elle plus un tabou? Reportage à Orléans. Stéphanie Pérez, Christophe Quinck. C'est le jour de la rentrée au séminaire d'Orléans. Et pour ces futurs prêtres, l'heure des présentations. Bienvenue pour les nouveaux arrivants au séminaire. Ce serait sympathique que les nouveaux arrivants se présentent rapidement. Je m'appelle Grégory, j'ai 27 ans, diocèse d'Orléans. Alors moi c'est Bruno du diocèse de Sens-Auxerre. Donc Philippe, diocèse de Blois. Lui c'est le plus jeune, il a 21 ans et il est un peu anxieux. Oui, comme les autres, Philippe entre au séminaire avec sa foi, mais aussi ses doutes. Est-ce que je vais pouvoir vivre mon célibat? Est-ce que je vais pas être malheureux de ne pas avoir de femme ni d'enfant? Donc c'est vrai que c'est des questions assez dures à se poser.
Tristan, lui, entame sa 3e année. Il est à mi-parcours. Avant, il était étudiant ingénieur. Il a tout laissé tomber. Ce choix de vie à 27 ans, il l'assume. Et c'est très naturellement qu'il parle de sa sexualité. J'aurais pas une vie sexuelle active, j'ai envie de dire, mais c'est pas pour ça que je suis, que je pense être complètement ringard, complètement aigri. J'ai l'impression d'être bien dans mes baskets. Je fais un choix de vie différent, mais réfléchi, assumé, et qui me rend heureux. Pour cette génération de prêtres, la sexualité n'est pas un tabou. Secouée par les affaires de pédophilie, l'Église prend davantage en compte leur psychologie et leur vie affective. Des cours de morale sexuelle ont ainsi été mis en place pendant les 6 ans de formation. Le choix du célibat n'est pas un refus de la sexualité. La Bible, d'abord, nous dit quelque chose d'extrêmement important que souvent on oublie. La sexualité, c'est quelque chose de bon. Au tableau, le père Luc, le supérieur du séminaire. La question du tourisme sexuel, la question de la pédophilie. La sexualité peut être un lieu d'oppression du plus faible. C'est pas si simple que ça, la sexualité. C'est pas si facile. La chasteté et la moralité abordées sans langue de bois. Du célibat. Naturellement, je suis créé pour être uni à une femme et je fais le sacrifice de cette dimension pour m'ouvrir à quelque chose d'autre. Il faut faire attention peut-être parfois à pas trop penser que la dimension spirituelle va couper de tout risque, entre guillemets. Le risque d'être dépassé par les pulsions, malgré la foi, une question clé. Leurs prédécesseurs se retrouvaient seuls face à leurs doutes, eux sont accompagnés. Et c'est le père Luc qui juge s'ils sont mûrs. Célibataire, ça implique quoi? Les côtés positifs du célibat, les côtés difficiles, les côtés de renoncement, voir aussi un peu clair dans sa propre vie. Si ce choix, ça va me rendre malheureux toute ma vie, c'est pas la peine de le faire. Si le célibat, c'est pour devenir un vieux garçon complètement fermé et libidineux, ça n'a aucun intérêt. Célibat, pédophilie, aucun thème n'est occulté. Les séminaristes reçoivent même des conseils pratiques pour éviter tout geste qui pourrait sembler ambigu. Mettre la main sur la tête d'un enfant ou un petit bout de chou, souvent ça court, ça a envie de faire un bisou. Et quand on est prêtre, tout de suite, ça peut vite être très mal interprété. Mon curé m'a déjà expliqué qu'il fallait faire attention à ne pas être seul longtemps dans une pièce avec un enfant, qu'il valait mieux que la porte soit ouverte, que quelqu'un d'extérieur puisse vérifier ce qui se passait dans la pièce. Ces futurs prêtres le savent, la société les regarde avec plus de méfiance depuis les scandales pédophiles. L'Église compte sur cette nouvelle génération pour restaurer son image et revenir à sa vocation première, l'accompagnement spirituel des fidèles. Lilian Thuram ne parle plus beaucoup football, il s'exprime désormais assez peu sur cette question. En revanche, l'ancien champion du monde souhaite faire entendre son message de lutte contre le racisme. Il a fait le choix d'en parler, vous allez le voir dans plusieurs écoles. Illustration de tout cela, à Bobigny, Anne Guéry et Antoine Morel l'ont suivi. Ça commence toujours comme ça, comme un jeu. Lilian Thuram vient leur murmurer dans le creux de l'oreille. Dis-moi combien de races de personnes tu connais? À la question, combien de races de personnes vous connaissez? Toi tu m'as dit plusieurs, toi tu m'as dit... Ces enfants de 8 ou 9 ans sont tous tombés dans le piège des idées reçues. Je pensais qu'il y avait plusieurs races. Et maintenant j'ai compris qu'il y en avait une. Et c'était quoi les races pour toi? Et une race, ça venait d'un pays. Et comment s'appelle notre espèce? La race, en fait, c'est l'Homo sapiens. C'est l'être humain qui a vécu en Afrique. Et qui est blanc ici alors? Après la race, la couleur de peau. La méthode est toujours la même. Laissez les enfants exprimer leurs préjugés. Ah, tous les blancs sont blancs? Pour mieux les combattre. Tous les blancs sont blancs, tous les noirs sont noirs. C'est ça? Ah bah, ça c'est plus foncé, ça c'est plus clair. Et tout en s'amusant, Lilian Thuram veut modifier leur regard sur la couleur de peau. Il n'y a pas une couleur qui est pareille, non? Souvent, on entend un homme de couleur. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Cet homme est de quelle couleur? Une couleur verte, jaune? Non, l'homme de couleur, c'est quelqu'un qui ne serait pas blanc. Donc voilà, je crois que nous ne sommes pas sortis de ces problématiques de couleur de peau. À la fin, chaque élève est reparti avec son autographe et peut-être avec une autre idée de l'homme.
Le sport maintenant avec le rugby et deuxième rendez-vous des tests matchs de l'équipe de France demain soir à Montpellier contre l'Argentine. Match que vous pourrez suivre sur France 2 à 20h45. Un 15 de France qui, vous le savez, se prépare pour la Coupe du Monde qui aura lieu en septembre prochain. Les principaux adversaires seront une nouvelle fois les équipes de l'hémisphère sud comme les All Blacks. Des équipes extrêmement physiques, un modèle peut-être à terme pour le 15 de France. Reportage Julien Benedetto et Bertrand Pelletier. N'en déplaise aux puristes, un match de rugby moderne se gagne aussi à la salle de muscu. Demain contre l'Argentine, la France alignera au centre et à l'ouverture le trio le plus costaud de son histoire. Aurélien Rougerie, 1m93, 104 kg. Yannick Josion, 1m93, 107 kg. Damien Traille, 1m94, 100 kg. Avec ces trois-là, une redoutable montagne de muscles se dressera devant les Pumas. D'une manière générale, mais je crois que c'est le cas de beaucoup de nations aujourd'hui. Hein. On essaie de travailler avec un triangle d'attaque quand même assez percutant, assez pénétrant. Ça me semble une option intéressante. Ouais. Avec le retour de Chabal, titulaire demain, les Bleus bombent le torse à l'heure d'affronter leur coriace bête noire. Ils ont perdu 7 des 9 derniers duels contre l'Argentine. Depuis 2000, les Pumas comptent 78% de victoires contre la France. Même les All Blacks et l'Australie ne présentent pas un bilan aussi flatteur contre le 15 tricolore. C'est des garçons qui lâchent rien et qui sont toujours à la limite du règlement, à la limite mais bon, qui restent là et qui mettent la pression sur l'équipe adverse dans tous les secteurs de jeu. L'Argentine, ici à l'entraînement à Montpellier, avait corrigé la France 41-13 lors de la dernière confrontation il y a 6 mois. À 1 an de la Coupe du Monde, une nouvelle défaite des Bleus ferait désordre. Match à suivre donc demain sur France 2. Quelques images des Monégasques qui ont célébré aujourd'hui leur fête nationale. L'occasion pour eux de découvrir pour la première fois au balcon du palais la fiancée du prince Albert, Charlène Wittstock. Samasoula. Ce sont les premiers pas officiels de la future princesse de Monaco. Tailleur à pois, veste à basque et jupe crayon, gantée, chapeautée, Charlène Wittstock s'est choisi une silhouette de star hollywoodienne des années 50 pour être présentée à ses futurs sujets. Drapeau rouge et blanc de la principauté, monégasques et touristes ont fait le déplacement pour apercevoir le couple. Acclamation lorsque le prince Albert présente sa future femme sud-africaine de 32 ans, première apparition au balcon. Une très belle première prestation, on était impressionnés, contents, et on l'a trouvée très élégante. C'est un plaisir, ça se définit pas, vous voyez, on a dans le cœur, quoi, voilà. Présentation dans les formes. L'ancienne nageuse olympique deviendra première dame du Rocher le 2 juillet prochain. En épousant le prince Albert, Charlène Wittstock succédera à Grace Kelly, dont elle a, pour aujourd'hui au moins, emprunté l'élégance hitchcockienne. Voilà, avant de se quitter, le rappel de cette information politique. Il y a quelques minutes, sur notre plateau, Arnaud Montebourg a annoncé qu'il était candidat aux primaires socialistes en vue de la présidentielle de 2012. Il est le deuxième candidat officiellement déclaré après Manuel Valls, mais il n'est certainement pas le dernier. Les primaires qui devraient avoir lieu à l'automne prochain. Voilà, fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo, Tania Young. 20h35, le téléfilm du vendredi, Fausse innocence avec Hélène de Fougerolles. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 13h pour l'information, suivi de votre magazine, 13h15 le samedi. Passez une très belle soirée et à demain, j'espère. L'info en continu, c'est aussi sur France2.fr.